Perte d'autonomie, proche aidance et vieillesse, des mots lourds de sens. Bien des gens ne veulent pas trop y penser. On verra quand ça arrivera, se disent-ils. Voilà une idée assez répandue dans le discours populaire. D'autres, au contraire, imaginent déjà le pire, alors qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu face au vieillissement. La vieillesse et la perte d'autonomie se planifient tel un voyage. Au lieu de repousser cette réalité ou de la subir comme une fatalité, je vous propose d'être proactif pour minimiser d'éventuels imprévus pour vous et pour votre personne proche aidante. Quelle belle façon, par la même occasion, de laisser votre marque dans le temps et de tisser des liens intergénérationnels. J'ai toujours été passionnée par les relations humaines et sensible aux injustices. Mon intérêt pour les conditions de vie des personnes âgées a commencé dès l'adolescence, alors que ma grand-mère m'avait encouragée à m'impliquer à titre de bénévole dans le CHSLD de ma ville. Plus tard, je me suis intéressée à la réalité des personnes proches aidantes. Depuis 20 ans, je poursuis une carrière de conseillère en sécurité financière. Cet emploi m'a permis de faire des rencontres extraordinaires et d'entendre des témoignages de gens de tout horizon. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir constaté à quel point la vie d'un être humain peut rapidement basculer vers la perte d'autonomie. Difficile réalité. C'est pourquoi j'ai entrepris de créer un guide qui se veut un outil pratique pour mieux accompagner ceux et celles dont la santé physique ou mentale décline, mais aussi celle de leur entourage. Mon but ultime est d'améliorer leurs conditions de vie. Une personne proche aidante apporte son soutien à une ou plusieurs personnes de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente. Parfois, le soutien est occasionnel, parfois il est continu. L'aide prend également plusieurs formes physiques, psychologiques, psychosociales ou autres. Elles proviennent de tous les groupes d'âge ou de milieux de vie. Parce qu'on va se le dire, hein, un jour ou l'autre, là, tout le monde, on va devenir proche aidant de quelqu'un et tout le monde, on va avoir besoin d'un proche aidant. Très jeune, j'ai eu à voir mon père qui a commencé à rentrer à l'hôpital souvent, à avoir besoin de plus de soins, qu'à l'époque, c'était ma mère qui était proche aidante pour lui. Donc, fait que c'est là qui m'a amené vraiment à prendre conscience qu'on vieillit, puis c'est vrai qu'on vieillit. Donc, il faut faire attention, puis qu'il faut se préparer. Pas tous de la même façon. Parce que quand on dit proche aidant, c'est pas nécessairement être toujours présent. Ça peut être tu vas faire des commissions pour lui, tu t'impliques au niveau de ses finances parce qu'il est plus capable de le faire. Il y a plein de façons d'être proche aidant. Mais je pense qu'au cours de notre vie, on va tout passer par là. C'est plus qu'important, c'est essentiel. S'il n'y a pas ça dans la société d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de proche aidant ou aimant dans la société d'aujourd'hui, le système médical, non seulement serait débordé, il n'y en aurait plus, là. Ça serait la débâcle totale. Et puis je me rappelle l'année passée, je lui ai dit, tu sais maman, je te fais une promesse, quand tu seras plus capable d'être en appartement. Croire qu'il sera possible d'avoir recours aux soins à domicile quand se compliquera notre situation est un désir bien légitime. Mais rien ne révèle de l'évidence à cet égard. Si 85% des soins prodigués aux personnes vieillissantes sont assumés par des proches, c'est justement parce que le système de santé est à bout de souffle. On parle encore trop peu du rôle des personnes proches aidantes dans notre société. Pourtant, elles sont des actrices incontournables de notre système de santé. La proche aidance, c'est pas juste d'être en train de conduire son parent ou son mari à tous les rendez-vous médicaux, puis à prendre les rendez-vous pour eux, puis à les nourrir avec une petite cuillère. C'est pas ça la proche aidance.
Ça peut l'être. Mais c'est aussi de vivre notre vie autrement en fonction de notre parent ou en fonction d'un être humain qui nous est cher. Puis vivre notre vie autrement, ça veut dire de ne pas passer une journée sans penser à cette personne-là. Je pense que le proche aidant devrait être valorisé davantage dans notre société. Mais en fait, la pandémie a mis l'accent effectivement sur les conditions des aînés, mais également la pandémie a mis en lumière le rôle des proches aidants. Parce qu'on a vu à quel point, pendant la période de confinement où on a empêché les personnes d'aller dans les CHSLD, à quel point ça a dégénéré dans les CHSLD parce que les proches aidants qui y allaient sur place allaient aider leurs proches, allaient donner des soins aussi, pas seulement être présent, allait pas seulement visiter, mais allait les aider à manger, allait les habiller, allait donner des soins. Parfois même, des proches aidants vont dans les chambres de d'autres personnes qui sont seules et vont aider également ces autres personnes-là. Donc là, on a vraiment eu une conscience sociale de c'est qui ces gens-là, là, comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'appellent proches aidants. Est-ce que moi, je suis proche aidant? Donc les gens commencent à se poser des questions, là. Au moins... J'ai des enfants, là, je voudrais bien, mais je peux pas. Je travaille, je reste loin. Donc, la pression est pas toujours très apparente, mais la personne qui commence à exercer ce rôle-là a l'impression que ça va reposer sur elle. Il faudrait entre 4 et 10 milliards de dollars et plus d'1 million de professionnels à temps plein pour compenser la contribution des personnes proches aidantes. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pression qui vient de la personne elle-même. Elle peut en arriver à dire, ben moi, j'ai le devoir de m'en occuper. J'ai l'impression que si je le faisais pas, je l'abandonnerais. Que moi, là, je sais comment prendre soin d'elle. Je connais sa petite routine, je connais ses habitudes, ses goûts, ses besoins. C'est avec moi, finalement, qu'elle est bien. Jeunes, étudiants, adultes, retraités, hommes, femmes, voisins, amis, membres de la famille, connaissances, les personnes proches aidantes proviennent de tous les milieux, de toutes les classes sociales et leurs réalités sont plurielles. Beaucoup n'ont pas conscience qu'elles exercent un rôle de proche aidant. Avant, on utilisait le terme « aidant naturel » qui perpétuait l'idée qu'il soit normal de s'occuper d'un proche nécessitant des soins. Bien que nécessaire, ce rôle est tout sauf naturel. Le terme a donc évolué au fil du temps afin de trouver un terme plus inclusif qui ne se limite pas au lien qui unit deux personnes. C'est pourquoi on parle plutôt de proche aidant qui permet de mettre en lumière les compétences requises et la complexité de leur rôle. Les tâches se complexifient un petit peu parce qu'un des deux devient un petit peu moins autonome. Et les conjoints ont tendance à dire, ben c'est mon mari, puis j'ai toujours fait ça. Puis c'est sûr que si la madame, elle a toujours fait la cuisine, si elle fait la cuisine maintenant, elle n'est pas proche aidante parce qu'elle fait la cuisine. C'est toujours elle qui a fait la cuisine. Mais si elle est obligée d'aller dans la salle de bain avec lui pour lui laver le dos, lui laver les pieds, couper ses ongles d'orteil, faire des choses qu'il était capable de faire avant, puis que là, il ne peut plus faire parce qu'il est âgé puis qu'il a des problèmes physiques, des problèmes cognitifs ou qui lui empêchent d'être autonome, bien là, on est dans la proche aidance. Mais ces femmes-là ont de la difficulté à se nommer proche aidante parce que pour elles, c'est naturel de faire ça pour leur conjoint. Au milieu, bien, les adultes qui ont 50, 60 ans, 40, 50, 60 ans, qui s'occupent de leurs parents âgés, eux, habituellement, on a moins de difficultés. Ils se reconnaissent un petit peu plus comme proches aidants. C'est des gens qui ont un travail, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont une autre vie et qui doivent ajouter à ces rôles-là le rôle de proche aidant. Et ça se perçoit plus facilement que c'est un rôle qui arrive par-dessus, là, parce que ça fait des années que leurs parents sont autonomes. Puis là, tout d'un coup, vient le moment où on doit prendre soin d'eux, faire des actions pour eux. Et là, on l'identifie un petit peu plus facilement. Mais encore là, il y en a beaucoup qui s'identifient peu comme proche aidant, là. Hélène vient d'une famille nombreuse. Elle est la 11e d'une famille de 12 enfants. Elle a été rapidement en contact avec la réalité des personnes plus âgées.
Au début de ses 40 ans, elle a commencé à jouer le rôle de personne proche aidante. D'abord pour son père, ensuite pour sa mère. Elle a eu la chance d'avoir l'aide de sa famille également. L'avantage d'avoir de nombreux frères et sœurs. Malgré ce soutien, elle a connu l'épuisement. Mais le fait d'avoir pris soin de son père lui a permis de développer une relation de proximité avec lui. Un précieux cadeau pour elle. Au début, je me sentais juste vraiment comme la fille qui prend soin de ses parents. Et quand mon père là, a eu besoin de déménager, il a fallu qu'il s'en aille en résidence avec ma mère. Quand il a commencé à avoir plus de soins, que j'ai commencé à devoir me faire remplacer, parce que j'avais un service de garde à l'époque, où j'ai commencé à me faire remplacer presque plus souvent que ce que j'étais au service de garde, ou que ma vie a commencé. Tu sais, le jour où j'ai réalisé que constamment, j'avais une boule ici quand le téléphone sonnait, j'ai fait « Ah, OK, ça l'est. » Là, c'est de la proche aidance que je fais. Là. Sylvie est psychologue. Elle partage son temps entre la pratique privée, la présentation de conférences, donne des formations, réalise des chroniques pour différents médias et publie des ouvrages. Elle aborde plusieurs thèmes tels que la résilience, le stress, l'anxiété, la prévention de l'épuisement, le bien-être émotionnel au travail, le sens du travail, la communication, les relations de couple, la confiance en soi et le mieux-être. Pour bien des gens, commencent à exercer ce rôle-là un peu à leur insu. Justement, en faisant une petite affaire une fois, je fais un peu d'épicerie, puis j'accompagne l'autre à un rendez-vous médical. Et la personne s'est rarement arrêtée pour dire « Est-ce que moi, je veux jouer ce rôle-là? Est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie? Un choix éclairé? Est-ce que la personne a évalué l'impact que ça va avoir dans sa vie de tous les jours, dans toutes les sphères de sa vie? Au niveau de la durée de l'engagement, au niveau du temps que ça va nécessiter, au niveau des tâches qui seront à accomplir. On vit dans un 3 étages à Rock-Forest, puis un bon matin, je vois la boîte, voyons, de la misère à monter l'escalier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je sais pas. Elle dit, mon pied, il lève plus. Je dis, voyons donc. C'est ça. J'ai dit, là, on va faire vérifier ça. C'est quoi ça? Là? Mario a été journaliste et s'est impliqué dans plusieurs combats de société. Alors que sa conjointe Lisette était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, il s'est battu pour que les paliers gouvernementaux rendent accessible et disponible l'Edaravone, un médicament fabriqué au Japon qui permet de ralentir l'évolution de la maladie. Il a perdu le grand amour de sa vie en mars 2022. Cette maladie effroyable lui aura fait vivre de grands bouleversements. Un combat qui aura duré plus de 3 ans. Son amour est parti, se reposer à jamais. Puis là, il y a un médecin qui me connaît, par le journal, évidemment, avant. Quand j'étais quand même dans le public longtemps, qui voit Lisette marcher. Là, il me fait venir, il dit, Mario, il dit, j'aime pas ça, ce que je vois là. Il dit, quoi? Il dit, Lisette, là. Fait que là, finalement, ça va par élimination. C'est pas cette maladie-là, c'est pas un cancer, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Dernier recours, tu vas voir la neurologue qui t'annonce, t'as la SLA. Hey. Tu veux mourir. Le rôle de proche aidant s'impose à la personne concernée, de même qu'à sa famille et son entourage. De beaux moments bordent les plus exigeants. C'est une responsabilité qui peut être complexe et qui s'inscrit dans un parcours en constante évolution. Elle a commencé à être proche aidante au début de sa quarantaine. Et puis, à un moment donné, bien, on n'a pas eu le choix parce qu'on voyait là, que ma belle-mère, bon, c'était difficile au niveau de la nourriture. On pouvait arriver, puis on s'apercevait qu'il mangeait des choses qui étaient, bon, passées date. Il voit, ma belle-mère avait des problèmes aussi au niveau de la vision, tout ça. Fait qu'on on a parlé avec eux, puis on leur a dit, bien, pour votre sécurité, ça serait préférable d'aller dans une résidence où vous allez être en mesure d'avoir des soins, vous allez vous sentir en sécurité. Et puis, c'est vraiment là que la proche aidance a embarqué de mon côté. Le plus grand déclic, c'est quand mon père est devenu malade. Puis là, ça a fait comme, OK. Puis comme tu dis, je suis quand même assez jeune pour avoir des parents, vu que je suis la 11e, pour avoir des parents plus vieux, tu sais, ça fait que, tu sais, c'est rare que c'est à cet âge-là que tu accompagnes tes parents ou est-ce que tu viens proche aidante pour tes parents, tu sais.
On ne sait pas comment on va réagir à cette réalité qui frappe de plein fouet. Comme un tsunami, la perte d'autonomie et la proche aidance bouleversent nos vies. L'offre de services pour favoriser le soutien à l'autonomie est nettement insuffisant pour répondre aux besoins. La grande majorité de la population vieillissante préfère demeurer à la maison. Fait qu'on s'est ennuie ici. On s'est assis dans ce divan-là. Elle dit, viens t'asseoir à côté de moi. Elle s'est assise dans ce divan-là. Elle dit, viens t'asseoir à côté de moi, il faut que je te parle. Je dis, OK. Là, tu sais pas, tu sais, t'es ébranlé, puis elle encore plus, là. Là, elle me dit, tu vas me promettre une chose. J'ai dit, quoi? Tu mourras pas, maman. Elle dit, je vais avoir trop besoin de toi. J'ai dit, oh. C'est vrai, tu vas avoir besoin de moi. Puis regarde, je vais être là. Ça a duré 3 ans, un mois, une semaine. Tu fais ça par amour. Donc, t'es pas un proche aidant, t'es un proche aimant. T'es collé dessus. Vieillesse et perte d'autonomie, des mots bien lourds de sens. Bien des gens ne veulent pas trop y penser. On verra quand ça arrivera, se disent-ils. Voilà une idée assez répandue dans le discours populaire. D'autres, au contraire, imaginent déjà le pire, alors qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu face au vieillissement. Ça arrive quasiment à notre insu d'adopter ce rôle-là. Mais plus qu'on va en parler, bien plus qu'on va peut-être, au sein même des familles, se dire, bien là, tout le monde est en santé, ça va bien, mais est-ce qu'on peut le réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui va se passer un jour si la maladie ou si la perte d'autonomie arrive dans notre famille? Elle a été confrontée aux problèmes de santé de sa mère dès le début de son enfance. Aujourd'hui, sa mère a besoin d'elle plus que jamais. Ce que je me souviens, c'est que ma mère était plutôt absente souvent dans le processus de diagnostic. Premier diagnostic était erroné. Deuxième diagnostic, là, j'étais plus adolescente. Quel âge à peu près? J'ai le goût de dire 13-14. Puis là, ça a dérapé. À 28 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de manque de sensibilité, d'engourdissement au niveau des extrémités, mais surtout au niveau des jambes. Une fois, c'est une jambe, l'autre fois, c'est l'autre jambe. Des fois, une journée, c'est le pied. Et puis, tu ne sais pas ce qui t'arrive, fait que tu ignores ça parce que tu as un enfant, tu as un travail, tu es occupé, tu n'as pas le temps de t'occuper de ces petits scénarios-là, jusqu'au moment où tu commences à tomber par terre parce que la jambe te manque, il y a trop d'engourdissement au niveau du pied ou de la jambe. Alors, je perdais pied, puis je tombais. Ça fait quand même 30 ans de ça. On la sentait pas, la maladie. On voyait qu'il y avait une difficulté. On voyait qu'il y avait une différence. Mais ma mère, c'était un monument dans notre famille, là. Ma mère, c'était la référence culinaire. C'était elle qui s'occupait des grands-parents. C'est elle qui s'occupait de ses sœurs. Les sœurs accouchaient, c'est elle qui faisait la relève. Donc, l'infirmière en elle, qu'elle a toujours voulu être, s'exprimait comme ça. Elle était toujours présente pour tous et très peu étaient présents pour elle. À moins de graves circonstances, la perte d'autonomie n'arrive pas subitement, mais plutôt à pas feutrés, et ce, sur une période de 15 à 25 ans. Vu l'espérance de vie qui augmente sans cesse, le sentiment d'une perte de contrôle est presque inévitable. Saviez-vous que, dès 65 ans, la perte d'autonomie commence à s'installer chez près d'un tiers de la population? Louise est une des premières personnes à avoir un diagnostic d'une maladie très rare, la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique. Elle vit avec cette maladie depuis plus de 30 ans. On m'a dit ce que j'avais, mais il n'y avait pas de nom encore. Ça fait quand même 40 ans de ça. J'étais la première personne ou la deuxième personne au Québec à être diagnostiquée avec un tel scénario. Alors, c'était pas connu. C'était connu à travers le Canada, mais pas à travers le Québec. Okay. Il n'y avait pas, eux autres, de repères là-dessus, là. Mais ils m'ont dit, vous avez ce genre de maladie qui est dégénérative,
qui va causer des problèmes à long terme. À court terme, ça y paraîtra pas tant, mais éventuellement, la maladie n'est pas arrêtable, elle est débilitante aussi. Alors, vous allez avoir un scénario éventuel de incapacité de vous déplacer. Même si c'est une longue maladie, même si tu entrevois la fin, tu t'attends pas que ça finisse comme ça, là. Tu te dis, voyons, je me suis juste tourné. Elle en a profité pour s'en aller. C'est correct, là. C'est correct. Peut-être, c'est ça. Il faut que tu te reconstruises. Moi, là, le samedi soir, je mangeais à la table là. Lisette était couchée dans son lit. Je m'étirais le cou pour voir si c'était correct. Puis là, j'ai fait des jokes. Puis... Et là, je m'étire, il n'y a plus personne. Le vide, il est grand. Tu sais, là, tu te ramasses, tu te dis, wow! Tu sais, il y a la photo qui est là. Bon, tu parles à la photo, mais il y a un grand vide, là, tu sais. Puis, quand la personne meurt à petit feu, comme Lisette est morte à petit feu, qu'elle perd ses moyens, alors un jour, elle marche plus, un jour, elle parle plus, un jour, elle mange plus, un jour... Ah, tu te dis, tabarouette, c'est tous des deuils que toi, tu fais en même temps qu'elle. Surtout, faut que tu t'adaptes aussi à cette condition-là, là. Bien que les mesures gouvernementales soient plus que nécessaires, le soutien de la collectivité l'est tout autant. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde d'être proche aidant, mais il y a plusieurs façons de s'investir pour aider. Et si tout le monde pouvait jouer un rôle? Je pense que ça fait partie de toi, ça, hein? Fait que moi, je juge pas les gens là, qui s'impliqueront pas, ou que... mais il y a plein de façons de le faire. Je pense que dans une famille, tu vas toujours avoir des gens qui ont plus d'affinité pour être plus présents, de donner plus de temps, d'autres moins, mais ils peuvent s'investir dans d'autres choses pour aider, pour s'aider les uns les autres. Ouais, je commence à réaliser que je dois m'imposer, que je dois prendre un rôle plus que secondaire maintenant dans la vie de ma mère, parce qu'il commence à avoir des moments d'absence. Il commence à avoir des légères carences de compréhension cognitive. Le côté physique devient plus difficile. Le déplacement devient plus difficile. Les inquiétudes commencent à faire surface. Donc oui, je dois m'imposer un petit peu plus. Ironiquement, ça arrive à un moment dans ma vie. J'imagine que si j'avais fait le calcul mathématique, je m'en serais rendu compte, là, mais ça arrive à un moment dans ma vie où je choisis de me choisir pour une fois. Et puis, c'est là qu'elle a le plus besoin de moi. Donc, j'essaie de compenser, puis je pédale. Mais j'ai besoin d'un vélo électrique parce que je pédale en tabarouette. ça va vite. Puis, même si je suis pas là au quotidien, j'essaie de me faire très présente. Mais en le transférant, là, j'ai un genou cassé. Là, je me suis dit, si jamais ça avait lâché tout ça, là... Ça serait délianté. Je me serais déliantée. Puis j'ai dit, non, c'est fini, je dois trouver une solution. Marie, elle m'aide. Je te dirais que où est-ce qu'elle m'aide énormément, c'est au niveau compassion, au niveau... Elle m'appelle constamment, elle s'assure que tout va bien, que j'ai pas besoin de rien, que j'ai bien dormi, que je suis bien entourée, que je suis occupée, que j'ai des activités. Alors, c'est sa présence, juste un FaceTime qui va durer des fois 5 minutes. Pour moi, ça me compte parce que j'ai besoin. Des fois, c'est la seule personne que je vais avoir parlé dans ma journée. Tu sais, si j'ai pas pris d'activité, ben ça va être... C'est Marie qui va faire partie de mon scénario de cette journée-là. Quelqu'un d'autre va m'appeler en soirée, il va dire « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'as pas de voix? » Ben c'est parce que j'ai pas parlé à personne aujourd'hui, là. Okay. Parler à personne. J'ai parlé à 8 heures à Marie un matin avant qu'elle commence sa journée de travail. Puis là, il est 8 heures le soir, puis j'ai parlé à personne d'autre. Tu sais. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein? Le rôle des personnes proches aidantes prend différentes formes. La durée et l'intensité est variable selon chacun. Pour certains, pour ne pas dire la plupart, ce rôle occupe leur esprit à temps plein. Mais là, du jour au lendemain, c'était
non-stop, n'importe quand. Je pouvais être appelée, je devais pouvoir me déplacer. Je devais aller à l'hôpital des fois, des journées entières avec mon père. Fait que il n'y a pas eu d'évolution, je te dirais. Ça a été très, très rapide pour mon père. Ça implique beaucoup de responsabilités. La nuit, tu dors juste d'un œil, là. Ah oui, c'est clair. Écoute, moi, dans mon petit... Ben oui. Pour toute discussion, tout, ça n'arrêtait pas, là. Ça n'arrêtait pas. C'était continuel. Je te dis, c'était un tourbillon, là. Moi, j'étais couché dans mon petit lit aux côtés de son lit d'hôpital, là, puis je les collais le plus possible pour être sûr. Un peu dur de la feuille un peu, je voulais être sûr de l'entendre, tu sais, là. Fait que je dormais d'un œil, puis OK. Quand je dormais le jour, je m'étendais dans le divan, puis je redormais un peu. Moi, je ne travaille pas le vendredi parce que c'est pour ma maman. Je passe du temps avec elle. Le matin, j'y vais. C'est un choix que j'ai fait de travailler du 4 jours semaine pour m'occuper de ma maman le vendredi, aller faire l'épicerie, la sortir. Puis le samedi, c'est mon frère. Fait qu'on se partage là, on se partage ça. Je me suis rendu compte dernièrement, j'ai dit... Maman, fais plus de mots financiers sans m'en parler. Qui dit ça à un parent? Donc là, j'ai vraiment réalisé que oui, c'est de la proche aidance. Prochainement. J'aime bien cette expression de Mario. Pour faire ça, là, il faut que tu sois en amour. Il faut que tu aimes vraiment la personne, que ce soit ta fille, ton père, ta mère, ta femme, ton mari. C'est de l'amour inconditionnel là, de s'occuper de quelqu'un qui va mourir. Là. Parce que ça t'affecte énormément, puis c'est très difficile de gérer tout ça. C'est même difficile de te gérer toi-même, mais toi, tu sais, dans cette condition-là. Ça prend beaucoup d'amour pour faire ça. Approximativement 12 % des personnes proches aidantes font 1 heure de voiture ou plus pour apporter leur soutien. Cette distance complique parfois leur rôle, en plus d'avoir à concilier leur vie familiale et professionnelle. Comment apporter sa contribution de personnes proches aidantes quand la distance nous sépare? Au niveau de la famille, on s'est comme partagé certaines des responsabilités. Les gens qui étaient plus proches, physiquement, ben faisaient plus des tâches spécifiques, des commissions, puis et moi, dans mes tâches, puis avec mon père, c'est intéressant, avec mon père, ce que je faisais, c'était plus, moi, les accompagnements. Les accompagnements après à l'hôpital ou dans ces choses-là, qui me donnaient l'occasion de jaser aussi avec lui, de parler de toutes sortes de choses, et pas juste comme pas juste de sa situation. Elle est docteure en gérontologie, professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et chercheuse. Depuis de nombreuses années, elle s'intéresse aux conditions de vie des personnes proches aidantes, plus particulièrement à l'importance de faire reconnaître la maltraitance qu'elles vivent dans l'exercice de leur rôle. Donc, on voulait sortir de l'ombre les proches aidants en 90-92, là. Et on est en 2022, puis on parle encore de ça, puis la politique qu'on vient de sortir, et c'est l'idée de reconnaître les proches aidants. Donc, c'est très difficile, la reconnaissance, comme vous le dites, parce que souvent, c'est perçu comme la continuité de notre rôle. Et ceux qui se reconnaissent le moins, en fait, il y a comme 2 profils, je dirais. C'est les parents d'enfants malades, enfants handicapés, enfants en fin de vie, enfants avec plusieurs difficultés et tout ça. Ces parents-là se reconnaissent comme parents, mais très peu comme proches aidants. Et ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que oui, vous êtes un parent et vous serez toujours parent de votre enfant. Mais il y a certaines tâches que vous faites qui relèvent d'un rôle parental. Tu sais, les envoyer à l'école, les nourrir, les loger, les éduquer, en prendre soin, donner des bains. Tous les parents font ça. Mais là où vous devenez proche aidant, c'est si vous faites des tâches qui vont au-delà de ça. Par exemple, si votre enfant a 14 ans, puis vous êtes encore obligé de lui donner à manger à la cuillère, vous êtes encore obligé de l'habiller parce qu'il ne peut pas s'habiller seul, bien là, vous êtes un proche aidant. Donc, c'est des choses qui sont pas habituelles dans un rôle parental. Donc, ces parents-là sont des proches aidants et c'est difficile de faire reconnaître ça. Mais qu'est-ce que la vieillesse? Pas si évident de trouver une définition précise et objective,
car la réalité de tous et chacun varie beaucoup selon l'époque et les sociétés. Il n'y a pas si longtemps, les personnes âgées occupaient une place de choix dans notre société. Elles inspiraient le respect, faisaient partie intégrante des familles. La société a évolué. Une société de performance qui a apporté de grands changements dans l'organisation des familles et à la place des personnes plus âgées. J'ai vu les gens vieillir. Je trouve qu'on ne voit plus les gens vieillir présentement parce qu'on a un peu peur de la vieillesse. Fait que je veux qu'ils voient les gens vieillir, puis je veux qu'ils comprennent que c'est normal de vieillir, puis que c'est normal que ce que je faisais à 20 ans, je suis plus aussi capable de le faire à 40, je suis plus aussi capable de le faire à 60, puis à 80. T'sais? Puis que si à 70, il y a des choses que je comprends plus, bien, je veux qu'ils soient patients. Si je regarde juste les valeurs de notre société, c'est là que le bas blesse d'emblée. On regarde nos gens vieillissants, c'est des gens qui sont des enfants de Duplessis, de l'époque où l'Église menait encore la barque et valorisait pas les malades. N'importe qui était malade, n'importe qui avait une différence physique, on les mettait de côté. Fallait pas les voir. Bien, le vieillard, fallait pas le voir non plus. Donc, si à la base, notre société est construite encore avec des gens qui sont les baby boomers, puis en pensant pas que la personne vieillissante est aussi importante que le jeune enfant. Autrefois, quand on faisait des grandes réunions de famille, les enfants étaient assis autour de la table, mais ils parlaient pas. C'est les adultes qui parlaient, puis c'est les aînés qui parlaient. Puis on s'abreuvait de ça, puis les enfants apprenaient de ça. Aujourd'hui, les rencontres de famille, là, si vous remarquez, c'est le contraire. C'est les enfants qui parlent. Puis on est tous centrés sur les enfants, les sports que les enfants ils font. Puis il a eu telle note à l'école, puis il a gagné tel trophée, puis il a réussi telle affaire, puis il a fait telle affaire. Puis les aînés, là, on a fini la soirée, puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont à dire parce que les conversations sont centrées sur les enfants aujourd'hui, alors qu'autrefois, c'était l'inverse. Premièrement, j'ai la chance extraordinaire d'avoir vécu mes grands-parents, la vie de mes grands-parents, d'avoir connu mes grands-parents. Je suis la 11e famille de 12. Donc, fait que, quand j'étais tout petite, mes grands-parents étaient déjà âgés. Fait que j'ai pu voir c'était quoi être âgé. J'étais en contact rapidement avec c'est quoi des personnes âgées. Mais on regarde juste avec des communautés au Québec. Dans le nord du Québec, il y a plein de communautés qui valorisent les gens vieillissants comme on le fera jamais dans notre communauté urbaine ici, dans le sud du Québec. C'est fascinant. On fait juste voyager pendant 8 heures de temps pour aller s'installer dans des villages, des réserves de gens qui voient la femme vieillissante comme des monuments de famille. Alors qu'on n'a pas ça dans notre petite communauté urbaine. Le Québec fait face à une pénurie de personnel pour respecter le ratio patient-professionnel de la santé. Un point crucial pour assurer la dignité, les soins humains et sécuritaires, faire de la prévention, diminuer les complications, avoir une meilleure gestion de la douleur chronique, une meilleure surveillance de l'état de santé et plus encore. Quand tu décides d'être proche aidant, bien là, il y a plein de choses qui s'enclenchent. Les travailleurs sociaux, bien oui, les travailleurs sociaux qui embarquent, là, bien, là, qui te l'envoient dans un CHSLD, bon, ça coûte combien? Est-ce qu'on va avoir assez de sous pour ça? On a toutes des dépenses, on les aime, nos parents, on les aime, ceux qu'on aide. Mais tu sais, est-ce qu'on est prêt à investir au niveau monétaire? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que la personne elle a les moyens d'aller là? Ça paraît niaiseux, là, mais c'est pesant, là, parce que, écoute, là, t'es vraiment dans une situation d'urgence où, là, tu sais pas trop, puis tu connais pas ça, là. On en parle assez souvent, Marie et moi. Qu'est-ce qui serait plus facile pour moi? Est-ce que je devrais déjà penser à aller dans un endroit où il y a des services
que tu n'as pas besoin de faire l'épicerie, tu n'as pas besoin de faire... de penser que tu as un ménage à faire ou quelqu'un qui va s'occuper de payer tes factures, puis tout ça, là. Alors, on a pensé à ces choses-là, mais je lui dis toujours, j'aimerais mieux aller une année à la fois. Et si ça arrive tout simplement, rapidement, là, qu'il y a un gros changement, bien, on fera face à ça à ce moment-là. Mais probablement, c'est pas la bonne manière de le faire. Ce serait mieux d'établir un plan pour le futur. Mais ça, c'est... de ma part, c'est pas de l'inconscience, mais c'est essayer de... Même si les ressources ne sont pas encore suffisantes, certaines existent pour répondre aux questionnements qui se font de plus en plus nombreux au fil du temps. L'appui Proche aidant offre un répertoire de ressources en fonction de votre région. S'accorder du temps et refaire le plein d'énergie est essentiel pour prévenir l'épuisement. N'attendez pas d'être au bout du rouleau. Dès que les gens sentent que là, ils commencent à perdre patience avec la personne qui prenne soin, c'est là qu'ils doivent aller chercher de l'aide. C'est facile de perdre patience, là, parce que ces gens-là viennent... C'est nos parents, là. Ben, dans mon cas, c'est mes parents. Fait que ça vient chercher des émotions, ça vient chercher des choses. Fait que la relation, c'est une relation qui peut être parfois déjà... qui vient chercher des choses intérieures. Fait que dès qu'on sent qu'on commence à perdre patience avec eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'aide pour être capable de continuer à prendre soin de la relation et de la personne. On a eu une conversation sur le fait que je suis là, puis que je vais rester là, puis qu'elle doit demander de l'aide. Je peux pas deviner, je suis pas dans sa tête. Puis on a parlé de comment demander aussi. Okay. Parce que ça dépend des personnalités, je crois. Parfois, on peut être très directif et on exclut automatiquement l'aide qu'on pourrait recevoir parce que le proche aidant ou la personne qui se fait demander des choses se trouve être un peu brusqué. Donc, comment demander fait partie de l'équation de comment obtenir de l'aide. Puis ça, on en a parlé dernièrement. Ouf! Je pense que c'est difficile quand on est des gens indépendants puis qu'on ne veut pas dépendre de quelqu'un, d'être en demande constante. Et j'essaie énormément de ne pas le faire. Et je pense pas qu'elle est fière de moi que je fasse ça. De toute évidence, le rôle d'aidant implique un certain stress qu'il ne faudra pas négliger. Bien que vous fassiez preuve de beaucoup de générosité, il n'en demeure pas moins que vos responsabilités seront nombreuses. En ce sens, savoir aller chercher de l'aide est primordial. Afin de vous éviter de vous éparpiller dans vos recherches, sachez que l'appui offre un répertoire de ressources. Bien, il y a plein d'organismes, puis aller en chercher de l'aide. D'aller chercher, si c'est 4 organismes différents, d'y aller. Parce que ces gens-là ont besoin, les personnes qu'on prend soin ont besoin d'aide, puis on a besoin d'être bien, nous, pour pouvoir en prendre soin, parce que sinon, on ne pourra pas. On va crasher, puis là, ça ne sera pas mieux, tu sais. Au départ, il y a une question de méconnaissance. Bon, d'abord, il faut se reconnaître comme proche aidant. Ensuite, il faut savoir que comme proche aidant, on a le droit à certains services et il faut savoir que certains services qui existent. Et ça, bien, des fois, tout ça, c'est pas reconnu ou pas su. Le problème avec les services, bon, il y a plusieurs enjeux au niveau de la réticence à recourir aux services. Le premier enjeu, bon, peut être un enjeu personnel. Des gens en veulent pas. Des gens veulent pas d'étrangers chez eux, veulent pas avoir quelqu'un là, qui fouille dans leurs affaires ou qui vienne faire leur ménage ou tout ça. Il y en a que c'est par orgueil, tu sais, non, je suis capable, tu sais. Donc, il y a des enjeux personnels comme ça, mais il y a aussi des enjeux culturels. Des fois, c'est que dans notre culture, dans notre famille, dans notre culture familiale, mais c'est pas ça, tu sais. Il faut qu'on le fasse dans la famille, il faut qu'on se débrouille, il faut que ça reste dans la famille. Mais il y a aussi le principal enjeu, je dirais, de la non-utilisation des services, c'est les enjeux comme plus structurels ou organisationnels. C'est-à-dire que les services répondent pas totalement aux besoins des gens. Soit ils répondent pas
totalement besoin, soit ils répondent pas du tout, soit ils répondent, mais pas de la bonne façon. Okay. En fait, donc les services en lien avec l'accessibilité aux services. Tu sais, parfois, pour avoir accès à un service, tu sais, un service de répit, on peut vous offrir du répit, 3 heures par semaine. Mais le 3 heures par semaine, c'est le jour, de 9 heures à 5 heures. Bien, moi, c'est peut-être le soir que j'en ai besoin, c'est peut-être la nuit que j'en ai besoin, c'est peut-être la fin de semaine. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça au niveau de l'organisation des services qui ne sont pas nécessairement ce que les gens auraient besoin. Il apparaît que le désir de vieillir à la maison chez les gens en perte d'autonomie est bien présent. 66 % des gens de 75 ans et plus font le choix de demeurer à domicile et 17 % dans une résidence privée pour aînés. Et actuellement, la majorité des aînés demeurent à domicile, hein? Jusqu'à très longtemps. Là. C'est juste à la fin que les gens vont être institutionnalisés. Il y a 3 à 4 % des personnes aînés qui sont en CHSLD. La majorité sont donc à domicile. Certains sont en RPA, donc résidence privée pour aînés, avec des services. Mais la très grande majorité sont à domicile. J'ai eu des gens qui sont venus me rencontrer, des gens du CLSC qui sont venus me rencontrer ici pour me dire, bon, mais il faudrait que vous faisiez des changements au niveau de la salle de bain. Puis on m'a dit, pas mettre de tapis sur les planchers pour essayer d'éviter de tomber. Mais pour dire que j'ai eu de l'aide de la société extérieure, pas vraiment, non. C'est pas facile d'avoir des ressources extérieures pour se faire aider. Préparer sa vieillesse devrait avoir autant d'importance que notre testament ou encore notre mandat en cas d'inaptitude. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans parce que si on n'est pas proche aidant, on est un proche aidé. Sinon, on connaît un proche aidant. Sinon, on va devenir éventuellement un proche aidé. Donc, tu sais, tout le monde est concerné. Et des fois, les proches aidants ne connaissent pas justement les services, mais les autres autour peuvent en connaître des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler aux autres. Il ne faut pas hésiter à recommander des services à quelqu'un, à recommander un organisme, à offrir sa propre aide aussi. Des fois, c'est un petit geste, mais tu sais, juste préparer un repas. Ensuite, on fait une lasagne, bien, on en fait 2. Puis on dit, bien, je vais aller porter cette lasagne-là à ma voisine parce que je sais qu'elle prend soin de son mari, puis peut-être qu'elle n'a pas le goût de cuisiner. J'y apporte un plat de lasagne. Tu sais, c'est précieux, ces choses-là. Il faut que tu prennes des décisions. Fait que c'est toutes des choses que tu apprends au fur et à mesure. Fait que quand tu sais un peu, tu as toutes les informations, c'est beaucoup plus facile. Selon l'expérience de Sophie, les intervenants n'ont pas d'outils pour évaluer les besoins des personnes proches aidantes. Il y a quelques intervenants qui sont de plus en plus sensibilisés, qui en tiennent compte, mais il n'y a pas de place dans leur formulaire pour ça parce que les besoins des aidants ne sont pas prévus pour être évalués. Tu sais, la personne, des fois, est proche aidante depuis 10 ans, 15 ans auprès de la même personne et parfois, par exemple, lorsqu'elle est hébergée, elle arrive en milieu d'hébergement, puis là, tout d'un coup, on la tasse, puis toute l'expertise qu'elle a développée depuis 10-15 ans auprès de cette personne-là, ça compte pas. On n'en tient pas compte, on lui demande même pas comment faire pour bien gérer la situation. Donc, on laisse un peu de côté toute cette expertise-là et toute la contribution sociale et familiale qu'il y a derrière, là. Quoi de mieux pour affronter les difficultés à venir? Notre entourage, lui, connaîtra mieux nos besoins et nos attentes. Ta sortie, je vais le dire comme ça, tu devrais la préparer de la même façon que tu prépares un voyage, que tu prépares ton testament, que ça va faire partie de ta vie, que tu le veuilles ou non. Je pense que c'est important quand on accompagne une personne en perte d'autonomie, malade, mais aussi juste une personne vieillissante, d'aller chercher des choses significatives dans sa vie. Je disais à papa, raconte-moi, tu sais, l'histoire du petit cheval là, que tu avais là, quand elle allait courtiser les filles. Là. Je l'avais entendu des dizaines de fois. Mais je savais que lui, ça y ramenait des beaux souvenirs. Et moi, qui l'entendais parler de ça, ça me touchait. Partager le contenu de votre livre avec votre personne aidante sera une façon de lui démontrer que vous avez réfléchi à la complexité de son rôle. Elle verra que vous appréciez sa présence dans votre vie et son dévouement. Je ne sais pas encore qui tu es, mais quand tu seras à mes côtés à prendre soin de moi, c'est que j'aurai vraiment beaucoup de chance. Dans ce livre,
tu trouveras de courts segments de ma vie et certaines de mes folles péripéties. Mes traits de caractère, mes goûts et de nombreux renseignements me concernant t'en diront plus sur mes habitudes et qui je suis vraiment. Dans les prochaines pages, tu découvriras également des références pour de bonnes ressources. Ne crains pas d'y avoir recours puisque c'est important que tu prennes soin de toi. Ne te néglige jamais trop à cause de moi. Je te remercie à l'avance de me permettre de vivre dans la dignité cette période de ma vie. Assurément, mon cœur déborde de reconnaissance. Affectueusement. Quand on prend soin de quelqu'un, même qu'on connaît, on connaît pas tant que ça les gens qu'on pense qu'on connaît. Donc, il y a toutes sortes d'affaires dans leur vie qui nous ont échappé, dont on n'est pas été conscient parce qu'on est trop pris par notre propre vie. La vie va vite et tout ça. Donc, de prendre le temps. Ah oui, je savais pas que tu avais vécu ça, puis je savais pas que tu étais allée en Italie, je savais pas que tu avais fait ça. T'sais. Je trouve ça vraiment intéressant et effectivement, ça facilite les choses, de laisser des traces de qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut aussi. Donc, ça facilite Comment on veut le vivre. Tout à fait. Ça facilite les choses, ça aide à prendre les décisions, ça aide au niveau de la conversation aussi, juste s'asseoir puis parler avec quelqu'un, tu sais, quand on savait pas qu'elle aimait telle chose ou qu'elle était allée là, bien, une fois qu'on le sait, on peut entamer toute une conversation sur ça qui ramène des beaux souvenirs, donc ça te donne des beaux moments ensemble. Et puis en même temps, juste de le faire, juste de le regarder ensemble, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas, moi, rendu là, est-ce que je vais être dans un CHSLD? Qui va s'occuper de moi? Mais j'aimerais ça, s'il y a une préposée qui est là, puis qu'elle se pose des questions, qu'elle prenne mon livre, puis qu'elle regarde, ah oui, elle aime ça, puis elle me met telle musique, puis parce qu'elle sait que j'aime tel artiste. Fait que c'est vraiment incroyable, là, comme... c'est un bel héritage à se faire, mais à faire à ceux qu'on aime, puis à ceux qui vont s'occuper de nous, ça, c'est clair. Puis, tu sais, il y a des choses que je sais de ma mère que d'autres de mes sœurs ne savent pas. Puis, fait que ça, je me dis, c'est encore plus important, tu sais. C'était qui ses chanteurs préférés? C'est quoi la musique qu'elle écoutait? C'est quoi la musique qu'elle aime? C'est quoi... Ma mère, elle écoute beaucoup la télé, mais c'est quoi qu'elle aime vraiment à la télévision? Puis tout, tu sais. Drôlement, la Noël passée, c'est là que ça a commencé à se discuter parce que ton livre avait été publié et puis ma mère me l'a demandé en cadeau de Noël. Je lui ai offert. Et puis, en janvier, on s'en est parlé. Elle m'a dit « Comment ça va? Puis, tu vas-tu écrire que t'aimes les bananes le matin, tu sais, comme repas? » Je suis pas capable. Je suis pas capable d'écrire dans le livre. Ça vient trop me chercher. Puis là, on s'est parlé des vraies choses. Donc, OK, t'es pas capable d'écrire dans le livre, mais peux-tu me dire des choses de base, au moins, tu sais? Je sais que je te nourrirai pas du tapioca. T'en voudras pas du tapioca dans ta vie. Ça, c'est quelque chose de base. Mais, encore, tes banques, tes investissements, le nécessaire mandat d'inaptitude, le testament, est-ce que c'est tout en ordre? On a commencé à parler de ces choses-là plus concrètes. Puis après ça, j'ai exprimer mon opinion, sans qu'on me la demande, sur l'espace de vie, les services. Et puis, on s'est mis d'accord qu'on n'était pas rendu là. Donc, déménager n'est pas une option pour elle présentement. Je dois respecter ça. Je le comprends parce qu'elle vit dans un espace vraiment merveilleux, avec de l'aide proche. Donc, juste le palier au 8e étage, il y a plein de monde pour l'aider. Puis il y en a 7 autres étages de gens qui peuvent l'aider quand moi, je suis à 1h15 de distance. Donc, je le comprends, puis je l'encourage maintenant à garder son environnement, puis peut-être à aller chercher davantage de services. Mais en même temps, je ne veux pas le faire pour elle. Donc, j'essaie de la motiver à appeler le CLSC. Peut-être que les services ont changé, mais je ne veux pas le faire pour elle parce que je ne veux pas l'insulter. Parce qu'on sait tous que la psychologie humaine, et si on se le fait imposer, on n'en veut pas. Mais si on le découvre par soi-même, bien, on est motivé de l'avoir. L'idée est de commencer à envisager une possible perte d'autonomie pendant que nous sommes encore en mesure de nous prêter à cet exercice. De prendre le temps et le courage d'inscrire les choses qu'on vient de discuter, que tu viens de verbaliser pour moi, là. Ça, ce serait un outil qui serait vraiment important que je m'occupe de faire. Je pense que c'est l'outil le plus important, d'ailleurs, que je dois donner là, comme cadeau aux proches aidants.
couche ça sur papier, là. Puis ça va rester là. Tu sais, moi, j'ai écrit toute ma vie, là. Je sais l'importance de coucher sur papier, c'est quoi, là? De pouvoir discuter de ces choses-là, des choses qu'ils ont vécues, ben c'est le fun. En écrivant, il va mieux se connaître. Il va découvrir des choses aussi qu'il ne pensait pas. Il va pouvoir élaborer sur ce qu'il va avoir envie. Lui, rendu à 65 ans, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de partager? Ça met en ordre un peu la suite de ta vie, là. Pas connaître certaines choses de mon beau-père. Oui, je savais qu'il aimait la chasse. Oui, je savais. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai décoré sa chambre pour qu'il se sente chez lui. J'avais acheté une grosse couverte avec un chevreuil que j'ai fait un cadre avec ça, que je lui ai mis au mur. Il était super content. Je lui ai fait des montages photos avec ses petits-enfants, sa femme, tout ça. Puis ça, écoute, il était tellement heureux. Mais tu sais, quelle musique il aime? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme musique quand il était agressif pour le calmer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça, c'est des choses qui m'ont manqué. Ça va pour moi dans la même logique que de faire un testament, que faire un mandat en cas d'inaptitude, un mandat de protection, pardon. Donc, que faire un mandat de protection qui dit qui j'aimerais qu'il prenne soin de moi puis de quelle façon. Donc, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Donc, c'est d'agir en prévention que les choses arrivent. Mais dans les dernières années, puis encore plus les derniers mois avant son décès, j'ai passé plein de temps avec lui. Puis mon père, dans les silences, il parlait. Quand c'était silencieux, il parlait beaucoup. Fait que je m'assoyais à côté de lui, puis des fois, on écoutait la télé. Puis là, il se mettait à me parler de son enfance. Et là, on parle de l'enfance d'un homme qui est né en 1929, là. Il s'est mis à s'intéresser encore plus à moi, à ce que je faisais. On a vraiment vécu une belle connexion. Fait que ça, c'était comme, wow, j'ai un accès privilégié à mon père, tu sais, à qui il est, à ce qu'il a vécu, à comment il se sent. Fait que, puis à la fin, il me faisait totalement confiance, là. C'était comme, tous ses besoins, c'était comme, si Hélène est là, je sais que je suis correcte, tu sais. Fait que j'avais vraiment accès à sa vulnérabilité, là. Fait que c'est comme... Pour moi, c'est un magnifique cadeau qui est vraiment très précieux parce que avant son décès, j'ai connu mon père pour vrai. Et ça, je pense que si on fait ça avec nos proches, juste d'aller chercher qu'est-ce qui les a rendus joyeux, qu'est-ce qui a marqué leur vie, mais aussi des fois dans des épreuves. On peut pas juste comme regarder les pans lumineux de l'histoire de la personne qu'on accompagne. Ça peut leur faire du bien aussi. Et je pense que c'est nécessaire de dire, oui, mais tu te souviens de telle chose. C'est quoi le souvenir que tu gardes de ça? OK, juste pour donner la possibilité à cette personne-là de déposer peut-être une autre petite parcelle de ce qui a fait mal pour pouvoir apporter du réconfort à travers cette expérience-là. Après, quand elle va être partie, on va l'avoir encore, l'histoire, elle va être écrite, tu sais. Prenez quelques instants pour penser à ce que vous aimeriez écrire dans votre livre. Et si nous remettions en question notre conception de la responsabilité individuelle et collective de ce phénomène social qui prend de plus en plus de place dans notre société? La prise de conscience est le premier ingrédient pour amorcer un changement. Les personnes proches aidantes sont la pierre angulaire de notre système de santé. Les familles, de leur côté, composent déjà depuis des décennies avec des besoins de plus en plus complexes et nombreux. Il apparaît que le désir de vieillir à la maison chez les gens en perte d'autonomie est bel et bien présent. Alors pourquoi ne pas commencer par une solution concrète avec l'écriture? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir repoussé toute votre vie le plus important de tous les rendez-vous, celui avec vous-même? Et que dire de l'importance du dialogue intergénérationnel qui représente une véritable richesse? Non seulement il permet d'échanger sur nos expériences de vie et ainsi mieux nous comprendre, mais il favorise également la transmission de nos valeurs, sans compter le partage de nos traditions et de nos connaissances.
En somme, il fixe nos repères et nous enrichit mutuellement. Pour moi, c'est un projet de société, là, quand on décide qu'on... Parce que c'est intergouvernemental, interministériel. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués là-dedans parce que l'approche aidante, c'est transversal. Ça touche l'éducation parce qu'on a des aidants qui sont des enfants, des adolescents. Ça touche le revenu. Il y a des crédits d'impôt, tout ça. Ça touche le santé, ça touche les finances, ça touche les transports. Il y a des proches aidants qui prennent des services de transport. Tu sais, tous les ministères sont impliqués, en fait, dans ça parce que la proche aidante, c'est transversal. Il y en a partout. Il y a 1 personne sur 4 qui est proche aidante au Québec, au Canada. Donc, ça touche tout le monde, là. Il faudrait qu'il existe peut-être, là, c'est pas là... Je lance ça comme ça, là. Une petite formation de proche aidant pour différentes maladies. La SLA, c'est spécial. Le cancer, c'est spécial. L'Alzheimer, c'est spécial. Pour être proche aidant dans ces domaines-là, tu peux pas être... Oui, ça se ressemble, là, mais il y a des choses spécifiques dans chaque cas. C'est difficile pour certaines personnes de se reconnaître comme proche aidant. Et maintenant qu'on a une politique, qu'on a des plans d'action, puis qu'on a une loi, puis qu'on en parle dans la société, ça serait important que les proches aidants sortent, là, puis s'identifient. Parce que plus les proches aidants vont s'identifier comme proches aidants, bien, plus ils seront nombreux à revendiquer des services, à revendiquer le droit au répit, à revendiquer du soutien. Et pour accéder à certains services, il va falloir de toute façon se reconnaître. Et donc, ça veut dire que si on veut avoir des congés, accéder à des congés de proche aidant, bien, il faut s'identifier comme proche aidant. Il faut aller chercher auprès d'un intervenant qui travaille avec nous là, dans le réseau de la santé publique ou communautaire une lettre, une attestation qui indique qu'on est proche aidant pour avoir accès à ces privilèges, si on veut, là, comme proche aidant. Donc, ça veut dire qu'il faut s'identifier pour ça. Donc, certains services actuellement, certains crédits d'impôt, ça va être la même chose, ça va être offert aux proches aidants, mais si on se dit pas proche aidant, ben, on n'aura pas accès à ça. Donc, il faut arrêter de dire, ben non, moi, je suis pas proche aidant, ou j'aime pas me nommer comme ça, ou j'aime pas, tu sais, c'est pas honteux d'être proche aidant. Au contraire, c'est un des plus beaux rôles sociaux, je pense, qu'on puisse occuper actuellement dans le contexte là, du vieillissement de la population, notamment. Donc, de s'afficher proche aidant, il ne faudrait pas que ça soit perçu comme une mauvaise nouvelle. Au contraire, il faudrait valoriser. Puis quand quelqu'un dit « je suis proche aidant », il faudrait le féliciter. Et ensuite, il faudrait lui dire « comment je peux t'aider ». Donc, je pense que c'est là qu'il faut aller comme société maintenant. Tu sors d'une expérience comme celle-là, là, un peu shaky, là, en bon français. Là. Tu dis, oh, moi, je considère que je suis quand même fait assez solide, là, mais je suis sorti de là. Écoute, le soir des funérailles, ça s'est passé ici, dans la salle communautaire en bas. J'ai reçu la famille Elisette, puis les enfants, évidemment. Là. Puis, les derniers sont partis à 10 h le soir. OK? Je suis monté au condo. À 1 h du matin, j'étais en train de mourir. J'ai bloqué complètement. Écoute, je me suis ramassé... Je savais pas si je faisais venir l'ambulance ou si j'essayais de prendre mon auto pour me rendre à l'urgence. J'ai décidé de prendre mon auto. Je suis arrivé à l'urgence, on m'a installé 3e lit à côté de celui que Lisette est morte. Hey! Peux-tu te dire que t'en passes de faire dans la tête, là? Mais je m'en suis sorti. Ça n'a pas été évident, là. Je m'en suis sorti. J'ai dit, bon, là, je suis passé à travers cette autre affaire-là. À cette heure de la vie, là, elle sera plus pareille. Ma vie a complètement changé. Ma façon de voir la vie aussi. Puis j'ai recommencé à rire. Je me défendais d'avoir du fun, je me défendais de faire des jokes. Il faut regarder en avant. Il faut prendre goût à la vie. Il faut rire. Même si les 27 ans puis l'amour de ta vie est encore là, ça n'enlève rien. Regarde la photo, elle est là.